fut 40 jours sur la terre. Les eaux gonflèrent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent de plus en plus. Mythe du déluge ou récit de la Genèse raconte la destruction de l'humanité. Est-ce le message porté par les temps dans lesquels nous sommes entrés? La menace est réelle. Partout dans le monde, la mer monte. Ce que l'homme avait gagné sur la mer est en train de disparaître. Incapables d'avoir su agir à temps, nous fûmes condamnés à nous adapter. Il y a des siècles, Aigues-Mortes et Narbonne, désormais entourés de terre, étaient des ports. Puis la mer recula, la vie se mit en place, et les hommes apprirent à vivre avec le dur climat méditerranéen. Avec le réchauffement arriva la sécheresse, les canicules et la montée des eaux. Le premier signe du grand changement à venir fut la remontée du sel dans les sols. Donc pour mesurer la salinité de l'eau, on a des sondes, en fait, des petits appareils automatiques. Donc ça, c'est notre sonde qui est tout au fond et qui mesure du coup ce qui se passe à 8 mètres de profondeur. Là, l'eau, elle est à peu près à 1 mètre sous le sol, sous le niveau du sol. Donc la teneur en sel de la nappe, donc là en profondeur à 8 mètres. Et donc normalement, une nappe, il y a moins d'1 gramme de sel par litre. Voilà, donc là j'ai la sonde qui est dans la nappe et on a la valeur de sel, de salinité on va dire, en grammes par litre et on a 8,6 grammes de sel par litre. Et du coup c'est une des problématiques en fait pour toutes les cultures, c'est que le sol et la nappe sont salés. Voilà, du coup, on voit bien que cette vigne, elle est en très mauvais état. Donc, elle a dû subir plusieurs années probablement un stress important lié au manque d'eau ou à cause du sel justement. Donc, je crois que c'est probablement sa dernière année. Sur ce premier rang de vigne là, on voit que déjà sur le tout début, il manque déjà 4 pieds de vigne qui ont dépéri en fait. Là, c'est clairement pas juste des petites dégradations au niveau des vignes, c'est clairement des pieds qui ont souvent plusieurs dizaines d'années qui dépérissent et puis d'une année sur l'autre qui disparaissent. Donc c'est une vraie mortalité des pieds de vigne. C'est un vrai fléau en fait pour la vigne, ce problème de sel en fait qu'on retrouve à la fois dans les sols, donc en superficiel, mais aussi plus profond au niveau de la nappe. On est à plus de 20 grammes de sel par litre, sachant que l'eau de mer c'est 35, donc on a plus de la moitié d'eau de mer. Donc c'est vraiment très salé ici. Les difficultés effectivement sont peut-être aussi accrues en contexte de changement climatique où on voit qu'il fait de plus en plus chaud.
Voilà, c'est ce genre de choses aussi qui fait que c'est plus compliqué pour les agriculteurs, puisque s'il fait plus chaud, la plante a besoin de plus d'eau. Et comme il y a déjà du sel dans les sols et dans la nappe, ça va créer un problème de plus. Donc ça devient compliqué effectivement pour l'agriculture. Donc dans le cadre de ce projet, on s'est également intéressé à la problématique de submersion et en particulier du coup sur la zone des étangs. Et donc on a travaillé avec notre équipe de littoralistes à regarder ce qui se passerait suite à la montée des niveaux d'eau qui sont envisagés par les différents scénarios du GIEC. Et du coup, ce qui tente à montrer, c'est que dans une vingtaine d'années, toute la zone en rouge là passerait sous l'eau une grande partie de l'année. Donc c'est une zone qui n'est pas négligeable en termes de superficie. Et ces scénarios montrent également qu'avec des tempêtes qui auront lieu, on va dire, une fois par an environ, on passerait sur toute cette zone-là en orange qui serait submergée. Donc ça commence vraiment à faire des superficies importantes qui vont se retrouver du coup sous l'eau et du coup qui vont apporter du sel au niveau du territoire, des sols et de la nappe. Et enfin, donc, le scénario le plus critique, exceptionnel, pour cet horizon 2030-2050, c'est celui qui est présenté ici en vert et qui représente en fait une tempête centennale, donc d'occurrence 100 ans, qui a le risque de se produire une fois tous les 100 ans. Et donc là, c'est vraiment toute la zone sud du territoire de la Narbonnaise qui serait intégralement submergée par rapport à l'actuel. Et on voit que ça concerne vraiment une grande superficie du territoire. Et sur toute la zone côtière, il y a de nombreuses habitations. La montée de la mer, c'est un phénomène assez naturel, assez bien compris aujourd'hui. Il est issu en fait de trois causes qui se combinent, qui se croisent. La première, c'est le simple fait que l'atmosphère se réchauffant, eh bien la mer se réchauffe aussi, et que tout ce qui chauffe, gonfle. Ensuite, il y a la fonte des glaciers terrestres, qui donc libère de l'eau en quantité plus grande dans la mer. Et puis enfin, il y a la fonte des calottes glaciaires en Arctique et en Antarctique qui rajoutent des volumes considérables d'eau. Donc ça résulte en une montée générale du niveau moyen de la mer sur l'ensemble du globe. Alors, on peut voir sur cette carte, en tireté blanc, le profil du trait de côte tel qu'il est actuellement. Et en bleu, les surfaces qui vont être envahies par la mer à l'échelle à peu près du siècle, avec une montée de la mer de l'ordre de 1 mètre. Alors les grandes villes, curieusement d'ailleurs, quand elles ont été construites il y a plus de 1000 ans, elles étaient à une certaine distance de la mer, pour tout un tas de raisons d'ailleurs. Mais aujourd'hui, elles vont redevenir, si on peut dire, des ports. C'est-à-dire que la mer devrait atteindre pratiquement Montpellier, la partie basse de la ville étant progressivement envahie par la mer. Agde devrait aussi devenir une sorte de presqu'île. La mer devrait remonter jusqu'à Béziers et ainsi jusqu'à la côte espagnole avec toutes les zones basses envahies par la mer et les zones construites qui sont généralement un petit peu au-dessus, apparaissant finalement comme des villes de littoral. Menacée par les eaux et le sel, comme pour la vigne dans la Narbonnaise, la Camargue voit son riz dépérir. Selon plusieurs scénarios, aux grandes dames des gardiens, la mer va envahir le delta,
et recouvrir les grandes manades qui font la réputation de cette terre protégée depuis 5 générations. À la tour du Valat, Jean Jalbert et Raphaël Billet travaillent au grand laboratoire de l'adaptation. Le delta, il a commencé à s'édifier il y a 17 000 ans à peu près et il continue à s'édifier aujourd'hui. Donc c'est vraiment sur ces derniers millénaires. Mais c'est surtout dans les derniers 10 000 ans où on a eu un climat extrêmement stable et un niveau des océans et des mers qui a été assez stable. Donc on peut dire que la Camargue telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est vraiment le travail des derniers 10 000 ans. Sur cette carte, on voit résumer un peu l'histoire de la Camargue au cours des derniers 10 000 ans. En bleu foncé, vous voyez les deux bras actuels du Rhône, le grand Rhône ici qui est entre Arles et Salins-de-Giraud et Port-Saint-Louis-du-Rhône, et puis le petit Rhône entre Arles et Sainte-Marie-de-la-Mer ici. En 1869, l'ensemble de la Camargue a été endigué, c'est-à-dire sur les deux bras du Rhône, des digues ont été édifiées sur la rive droite et la rive gauche, du petit Rhône et du grand Rhône, et puis ce qu'on appelle la digue à la mer, qu'on voit figurer ici par ce trait orange, donc qui a été construite très en arrière du trait de côte à l'époque, au moins 1,5 km en arrière et par endroits plusieurs kilomètres en arrière du trait de côte, une ligne qui avait pour vocation de défendre la Camargue contre les submersions marines. Donc à partir du moment où le delta a été endigué et a été fixé, les hommes l'ont investi pour avoir une culture rentable, d'agriculture notamment, où ça a été ensuite le tourisme, ça a été l'industrie aussi sur certains endroits, et notamment l'industrie salinière. Et à partir de là, eh bien, les Camarguais ont perdu la notion de l'aléa et du risque. C'est-à-dire qu'on a, et maintenant ça fait 5 générations à peu près, qu'on vit dans une Camargue endiguée, où on a vécu avec l'illusion de la stabilité, de la permanence des choses. Or, un delta, par essence, c'est le lieu de l'impermanence des choses. C'est un milieu par essence dynamique. À mon sens, la Camargue est un laboratoire de la résilience et de l'adaptation. Près des salins de Giraud, les salins de l'Est poursuivent leur exploitation. Depuis 100 ans, on y récolte le sel, un sel de mer de qualité remarquable, destiné à l'alimentation. Les eaux des bassins où prolifèrent les algues microscopiques, appelées Dunaliella salina, sont colorées de rose. Une biodiversité incroyable s'est installée le long des 7 km de route qui séparent les salins de la pointe de Bauduc. Là, alors que l'administration maritime veut faire place nette avant la montée irrémédiable de la mer, le dernier pêcheur de Bauduc a défendu son ponton et ses derniers bateaux. Vestige d'un temps révolu. Pourtant, le littoral tel qu'on le connaît aujourd'hui a à peine 60 ans d'âge. Avant, sur les kilomètres de sable fin, s'étalaient quelques baraques de briques et de brocs, des maisons de pêcheurs ou des campings sauvages. Ils occupaient les plages de sable qui n'étaient plus que des poubelles à ciel ouvert en fin d'été. En 1963, à la demande du général de Gaulle, Pierre Racine, conseiller d'État, directeur de l'ENA, lance sa mission d'aménagement du littoral avec un objectif: attirer un tourisme de plage. Les touristes en route vers l'Espagne et venus du nord de l'Europe ne font que passer. Il faut les arrêter. La mission Racine bouleverse le littoral.
7 stations balnéaires représentant 500 000 lits sont créées. On les relie par une route des plages qui va bloquer les mouvements de l'érosion. Certes, quelques coupures d'urbanisation sont protégées, rapidement occupées par les activités agricoles, maraîchage, vignes, élevage. La mission Racine était un ambitieux plan de restructuration, d'aménagement et de développement touristique de la côte de l'Occitanie et s'est adaptée à ce contexte géomorphologique particulier. Elle a notamment choisi un certain nombre de zones de développement prioritaires en partant du sud au nord, la partie Argelès, le Cat, ensuite en remontant ici vers la zone Gruissant-Valras, au-dessus la région de Sète et enfin la région de Montpellier avec une des zones les plus emblématiques qui est la région d'Aigues-Mortes. Dès la mission Racine, il y a des secteurs qui ont été définis, des secteurs sur lesquels on a implanté des stations balnéaires et des secteurs qui devaient rester naturels. Et aujourd'hui, l'action du conservatoire, elle est encore dans ces espaces de coupure d'urbanisation. Le modèle de la mission Racine, on retient l'aspect on bétonne et on aménage, mais il y avait aussi dans les objectifs un objectif de préserver les espaces et donc de définir ces espaces, de sortir les véhicules déjà à l'époque de ces espaces. Et donc on va dire que notre action s'inscrit toujours un peu dans ces objectifs. Il y avait pour moi une petite préoccupation environnementale, on le trouve dans les textes, avec des démarches justement d'accueil du public, de recul de la voiture, qui sont assez étonnants pour l'époque, et qu'on retrouve d'ailleurs dans des éléments de conception de stations balnéaires, comme celle de la Grande Motte. Voilà. Alors, malgré le fait qu'on ait aménagé et détruit des centaines d'hectares d'espace naturel, il y avait quand même ce souci de créer ces coupures d'urbanisation et de les protéger en créant notamment des sites classés sur ces espaces littoraux. Et donc on a beaucoup de sites classés qui recouvrent ces espaces. Pour protéger les aménagements qui ont été faits, donc à la fois les stations balnéaires, mais aussi les infrastructures comme les ports, on a créé beaucoup d'aménagements en dur, donc beaucoup d'ouvrages et de digues sur l'ensemble du linéaire du Languedoc-Roussillon. Parmi ces aménagements, il y a eu bien sûr des épis, comme ceux qui sont derrière nous, et donc qui protègent la partie aménagée, donc à la fois urbanisée de Frontigny-en-Plage, et aussi la route qui est proche du littoral pour retenir le sable et pour freiner un peu l'érosion, qui est très importante sur ce secteur. Le littoral est un milieu vivant naturel en perpétuel mouvement. Sur 50 km de plage, le littoral recule d'1 mètre par an et à certains endroits, c'est 10 fois plus. Alors, l'érosion a raison des dunes et des digues, qui ont modifié courant et arrivée du sable, mais qui protègent des tempêtes ces longues et fragiles étendues. Le barrage, c'est une tentation naturelle chez l'homme, mais on ne fait pas de barrage contre le Pacifique. On ne fait pas de barrage contre la mer. La mer, il faut composer avec elle. On ne l'endigue pas. Donc, c'est une solution qui peut être utile dans certains endroits pour protéger certains sites spécifiques, mais qui ne peut pas être envisagée à grande échelle. Les barrages contre la mer, de toute manière, n'ont qu'un temps. On peut prendre ainsi l'exemple du mur de l'Atlantique, construit par les Allemands pour empêcher toute invasion. Aujourd'hui, on voit les restes des blocos
rester dans le sable, voire commencer à être submergé par la mer qui est montée inexorablement. Et même des falaises qu'on pensait définitives, immortalisées par des peintres en Normandie, eh bien aujourd'hui, si des peintres refaisaient les mêmes paysages, on dirait ça a changé. Sur le Lido, entre Sète et Marseillan, à certains endroits, il n'y avait quasiment plus de plage et la route s'effondrait. En 2007, commencent des travaux qui s'achèveront en 2019. Grâce à un financement de l'Europe alloué aux communes, pour 55 millions d'euros, la plage fut sauvée, la route reculée. Pour que la plage de 70 km de large et son cordon dunaire tiennent dans la durée, on décida d'atténuer la houle. Des boudins en géotextile, remplis de sable, ont été immergés au large à plus de 4 mètres de profondeur. Pour l'instant, l'érosion est freinée, mais la durée de vie des boudins n'est que de 40 ans. Ailleurs, on a planté des ganivelles, des petites barrières de bois qui freinent le vent et retiennent le sable. Très vite, la végétation colonise la dune naissante. Pour gagner du temps et assurer les plages estivales, pendant l'hiver, des milliers de mètres carrés de sable ont été déversés sur les plages érodées. Les maires de Carnon, Palavas, Sète et du Cap-d'Agde ont vu les additions d'entretien se chiffrer en millions d'euros. La lutte contre la mer tient des travaux décisifs. Sous l'effet des vagues, toujours par le sable. Palavas, le petit port de pêche du bord de mer, est devenu une station touristique avec 7 km de sable fin. Christian Jean-Jean en est le maire depuis maintenant 6 mandats consécutifs. C'est d'avoir dit pendant des années, il faut apporter du sable sur la plage. C'est une erreur. Alors nous, on a dépensé des fortunes. Le sable n'a jamais été la solution. Parce que là où il est parti, le sable, il va repartir. L'économie ne se limite pas au tourisme. Les élus doivent satisfaire les pêcheurs qui s'inquiètent de la diminution des prises. Ils sont nombreux à vouloir retrouver la biodiversité qui circulait entre étangs et mers et que la construction des ports et des digues a piégé. Quand la mer ou les fleuves ne régulent plus les étangs, les échanges entre larves et adultes ne se font plus. Sans étang, la mer va mourir. Il faut, ces lagunes, on en a besoin. Tous les petits poissons, les palaigues, les petits loups, les dorades. En septembre, les dorades sortent à la mer. Mais avant, elles grossissent dans les étangs. Les anguilles et autres, tout ça, c'est une richesse phénoménale et qu'il faut protéger. Ces nasses, appelées capéchades, piègent les anguilles jadis très abondantes dans les étangs palavasiens. Dans les années 1950 à 2000, l'anguille de Palavas repeuplait tous les étangs d'Europe. Avant, j'étais pêcheur professionnel. Maintenant, je suis à la retraite. J'allais aux étangs, moi. Dans les étangs, pêcher des anguilles, des crabes, de la friture, du vol. La ressource a tendance à diminuer, bien qu'elle se perpétue quand même, mais ça a diminué par rapport à ce que c'était à l'époque. La troisième phase, c'est pas la base, l'estuaire, il faut le protéger. Sinon, tout descend, là. Il faut tout là-bas ici. Et voilà, alors là-bas, les rivières, elles ne débordent plus, puisque c'est normal, ils ont construit. Mais ici, il faut protéger aussi. Alors il n'y a pas de danger immédiat, il ne faut pas non plus crier au secours, mais il faut s'y préparer pour l'avenir. Palavas sous les flots, machin, attends, il ne faut pas non plus exagérer. Palavas des flots. On n'en est pas là. Je vais au sol ce soir, alors, je sais pas.
Palavas, comme beaucoup de communes, s'est développé forcément. N'ayant pas de territoire, forcément, on a un peu avancé sur les étangs. Il y a eu 250 hectares d'étangs de comblés à travers un siècle, quoi. Alors, c'est plus le Lez qui déborde, mais c'est les étangs. Voilà. Et en haut, il est endigué de partout, alors qu'avant, ça s'étalait dans les champs de latte. Dans les champs de latte, il y a eu jusqu'à 1,50 m d'eau avant, quand il y avait des crues. Et là, tout ça descend dans les étangs. Donc, la question qui se pose pour nous, c'est que, vous savez comme moi, que quand il y a un épisode cévenol pluvieux, ça commence souvent, très souvent, par une tempête à la mer. Donc il y a de la houle, une forte houle, il y a du vent, il y a du grand vent, etc. Et donc la mer remplit les étangs. Les étangs sont remplis par l'eau de mer, parce qu'ils communiquent par des gros avec la mer, etc. Et quand la crue cévenole descend, elle ne peut pas s'étaler dans les étangs, puisqu'ils sont déjà remplis par l'eau de mer. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est accroître considérablement le rôle de rétention des étangs. Et pour ce faire, ce qu'il faudrait, c'est des portes sur les gros pour contrôler les entrées maritimes, là, retarder les entrées maritimes. À chaque lieu, son adaptation. Si des portes peuvent être utiles à Palavas, dont le lido est urbanisé, au bord de l'étang de Thau, selon Denis Lacroix, il en va différemment. Il n'y a que deux passages finalement de la mer vers l'intérieur de l'étang. Ici, et puis également près de Marseillan, à l'autre bout, là, un petit gros. Donc finalement, la circulation de la mer entre la ville de Sète, ici, et la ville de Marseillan, là ici, Marseillan-le-Vieux, eh bien, elle est très limitée. Résultat, en été, quand il y a des vagues de chaleur, eh bien, tous les écosystèmes à l'intérieur de la lagune sont vulnérables. L'idée, ça serait que si la mer continue à monter et qu'on a de plus grandes vulnérabilités de l'étang qui est peu profond, l'idée pourrait être d'élargir la taille des gros de manière à faciliter la circulation. On ne peut pas tellement toucher ici du côté de la mer. On peut imaginer qu'ici on mette un véritable passage qui permettrait de faciliter la circulation de l'eau à l'intérieur de la lagune. Pour savoir s'il y a un intérêt à faire de l'ingénierie, par exemple en barrant ici et là, avec des ouvrages comme celui qui a été construit à Venise, il faudrait pouvoir faire des études ad hoc. Ce qu'il faut voir, c'est qu'à long terme, il y aura des franchissements de plus en plus fréquents du lido ici. Pour l'instant, il est relativement élevé. Avec la montée du niveau de la mer, des passages vont se faire régulièrement et tôt ou tard, cette zone-là sera de plus en plus salinisée. Mais est-ce que ces travaux sont pertinents sur le long terme ? Est-ce que ça ne risque pas d'être des travaux qui finalement ne servent à rien si finalement la mer en montant envahit la totalité de la lagune? On appelle ça de la maladaptation puisque la mer de toute manière elle passera partout. Et à long terme elle aura envahi la totalité de cette zone-là et elle commencera à gagner certaines zones basses comme par exemple ici en amont de Marseillan ou vers l'est la zone de Frontignan. Sur Frontignan-Plage et la zone des Aresquiers, le Conservatoire du littoral partage cette idée. Il faut rendre à la mer ce qu'on lui a pris. Ça permet d'amortir les effets et de freiner un peu, de retarder le recul du trait de côte. Mais on ne peut pas lutter contre le recul du trait de côte. Par contre, les solutions, elles ont été testées. On a un programme, on porte un programme Life Adapto qui vient de se terminer. On a 10 sites pilotes en France et en Outre-mer. Et on a pu tester ces solutions fondées sur la nature et la gestion sous du trait de côte. Et on voit que ça apporte des résultats. Reconstituer l'écosystème, déjà renaturer permet de supprimer les aléas, les risques, s'il y avait des habitations, des activités économiques. Et ensuite, on a pu travailler à des projections à 2050, à 2150, donc avec toutes les incertitudes qu'il peut y avoir sur ces projections, mais en prenant des hypothèses. Donc à 2050, une augmentation de niveau de la mer de 30 cm et à 2150, 1,50 m. Et quand on fait ces simulations, avec les phénomènes d'érosion qu'on peut constater, qu'on a pu constater, on voit effectivement que la mer avance et le lido a tendance à rouler sur lui-même et à reculer à l'intérieur des terres. Voilà. Et donc quand on arrive sur des infrastructures comme le canal du Rhône à Sète, le lido ne peut plus reculer.
Donc ça pose question du devenir de ce canal du Rhône à 7 et comment est-ce qu'on peut le protéger ou le préserver sur le long terme. Menace identifiée pour le canal du Rhône à 7, mais aussi pour l'abbaye de Maguelone, qui pourrait redevenir une île, et voir ainsi l'anéantissement d'années de travaux. L'approche paysagère du conservatoire a été réalisée avec l'aide de l'entente interdépartementale pour la démoustification du littoral méditerranéen. Cette vision du futur fixe dans les esprits la réalité en devenir. Car l'idée que la mer va reprendre ses droits, entrer dans les terres, n'est pas simple à faire accepter. Certains choisissent encore le déni. Dans un premier temps, les élus doivent persuader les plus menacés. Certaines zones devront être redonnées à la nature si l'on veut éviter les catastrophes. Dans les villes, les villages et les ports de plaisance, la menace se fait lourde. À Gruissant, le maire Didier Codorniou, président du premier Parlement de la mer et vice-président de la région Occitanie, appréhende les difficultés. L'évolution de l'érosion, on la voit, et elle s'accélère donc dans le cadre bien sûr du réchauffement des températures. Entre le siècle dernier, donc, on a pris 1,5 degré d'augmentation, 19 cm de la montée de la mer entre donc, le siècle dernier et aujourd'hui. Et quand on se projette donc, sur le prochain siècle, on s'aperçoit, on est entre 60 cm et 1 mètre de la montée de la mer. Alors bien sûr, avec les répercussions que vous pouvez vous imaginer, avec des stations ou des ports qui vont disparaître, avec des problèmes de plage qui vont disparaître, et on s'aperçoit qu'il y a aussi, et on le voit, il y a des plages qui, donc l'accélération de l'érosion pose un vrai problème sur le recul stratégique. Sur les plages de l'Occitanie, un tiers des plages sont touchées par l'érosion. Il y a une accélération sur des stations comme par exemple Vias, Vendre, dans l'Hérault, où il y a une accélération un peu plus rapide que d'autres endroits. Et puis, donc, 3 départements sont très impactés. Le Gard, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales. L'Aude un peu moins par rapport à la configuration du golfe de Lion, mais elle est impactée, la plage de Gruissant par exemple, que je connais bien, donc vers la plage des Chalets, où les chalets, nous avons des chalets sur pilotis, qui permettaient il y a très longtemps, quand il y avait des coups de mer, l'eau rentrait, elle ressortait, donc qui est très intéressant justement pour la suite. Donc il y a un endroit qui commence à être touché par l'érosion, et on perd donc des mètres de plage. Et donc ça s'accélère et malheureusement donc voilà, il faut que nous nous adaptions à ce phénomène. Ce qui a été fait aujourd'hui, ben, c'est fait, on le subit, mais ce qui était très intéressant, justement, c'est d'avoir une approche mobilisatrice avec tous les acteurs, avec les services de l'État, pour voir comment on peut s'adapter, comment on peut, sur la résilience du littoral, le réchauffement climatique, continuer à vivre sur ce littoral, où donc 40% de la population de la région vit et a envie d'y rester. Alors au quotidien, aujourd'hui, ils veulent surtout conserver une image de la mer qui est un petit peu une image d'Épinal, si je puis dire, hein, une image un peu figée, des sables, une mer de loisirs, hein, et qui ne change pas. En réalité, on sait très bien qu'elle évolue, cette mer. Et d'ailleurs, elle-même, elle est à la fois en hauteur, en violence, parce qu'il ne faut pas écarter le fait aussi qu'il y a des tempêtes. Et malheureusement, on doit s'attendre à ce qu'elles seront de plus en plus fréquentes et de plus en plus puissantes.
Donc il faut intégrer ce type de contraintes. Alors comment conserver toutes ces images de la mer et notamment l'immense désir d'aller vers la mer, le thalassotropisme, qui fait que ça fait partie de l'imaginaire, des vacances, aussi des loisirs, aussi de la nature. Le fait de dire ne veut pas dire qu'on l'intègre, on le comprenne. On en a une vision, je dirais, au mieux intellectuelle, et on pense en plus que ça concerne surtout l'avenir. Et l'avenir, c'est flou, hein, c'est lointain. Donc on ne se sent pas concerné. Déjà aujourd'hui, alors que les premières canicules ont perturbé l'été, on tente de défier le réchauffement climatique. Les paillotes grappillent leurs droits de plage année après année. Du côté de ceux qui ne veulent pas bouger ou sont dans le déni, la résistance s'organise face à l'administration. Les habitants menacés attendent l'urgence ou une solution technique provisoire. À Gruissant, Marseille-en-Plage, les campings pieds dans l'eau se regroupent en comité de défense. Le temps est devenu précieux. Entre Palavas et Maguelone, au camping de l'étang du Prévost, après de longues luttes devant les tribunaux, le déménagement des mobil-homes a commencé. Aux Aresquiers, les rivages sont bordés de marécages et de roselières où s'abritent de nombreux oiseaux autochtones et migrateurs. Le canal, qui mène du Rhône à Sète, traverse les étangs d'est en ouest. Au cœur d'un site classé, les cabanes de pêcheurs transformées en villas ont été menacées d'expulsion. En appel, le tribunal a donné raison aux 30 habitants, mais ils ne sont toujours pas propriétaires de leur terrain et risquent demain d'être pris en tenaille par les eaux. Alors, il sera trop tard. Les réactions sont immédiates à la moindre mesure. Face à la menace de réduire au transport doux le droit de passage sur le pont, les riverains du canal du Rhône à Sète et les habitants de Frontignan-Plage pétitionnent déjà. L'immense lagune qui allait du Gros du Roi à Frontignan a été partagée par les travaux de l'homme en une série d'étangs. Cette succession de lagunes rend impossible le recul stratégique. La gestion du littoral est partagée entre de nombreuses administrations, toutes jalouses de leurs prérogatives et agissant de manière souvent contradictoire. Une poignée d'élus innove et imagine d'autres modes d'habitat sur leur territoire. Là où c'est très compliqué chez nous, nous avons énormément de lagunes, 40 000 hectares de lagunes, et nous avons des zones Natura 2000, Ramsar, et donc avec des protections, des couches de protection qui ne nous permettent pas finalement de nous déplacer. Donc il peut exister, et c'est là où, dans le cadre de la loi climat résilience, donc des expérimentations, comment sur du camping de loisirs, on peut peut-être surélever à 2,40 m, donc avec des pilotis, des structures existantes qui permettraient de pouvoir continuer à vivre et à profiter pleinement des 4 saisons et notamment de la période estivale. Moi, je reviens sur ce que je connais bien ici à Gruissant, sur les chalets. Ce qui est important, c'est que les lois donc, puissent s'adapter sur l'expérimentation, par exemple sur les modèles, les nouveaux modèles économiques, les maisons flottantes. Codorniou poursuit donc sur ce qu'il connaît, conduisant une expérimentation proposée par la nouvelle loi Littoral et Résilience et le plan Littoral 21. Il teste des bateaux flottants, une nouvelle formule d'hébergement adaptée aux fluctuations des eaux. Mais face au droit français et aux contraintes fiscales, les hôtels flottants sont-ils des bateaux ou des maisons? Donc là, il y a déjà du monde qui est justement dans certains des lodges. Souvent, les initiatives se heurtent à ce type d'obstacles. Et là où il faut qu'on fasse très attention, c'est justement qu'on ait un retour d'expérience
Ce retour d'expérience, donc, on est parti sur un moratoire de 3 années avec les services de l'État pour regarder comment ça fonctionne. Et là, on a une vraie réponse sur la résilience du littoral, sur la montée de la mer. Et comme vous le voyez, donc, en fait, il peut y avoir 1 mètre de montée. Il n'y a pas de problème, tout monte. Outre les hôtels flottants, une autre expérimentation a lieu sur le littoral occitan. Dans le port du Cap d'Agde, a été monté un projet unique au monde de 11 récifs artificiels, dont un de 110 tonnes, fabriqué en béton bas carbone. Ils ont été construits en imprimante 3D par la société montpelliéraine Seaboost. Ils vont désormais devenir de véritables spots de plongée et surtout casser au large la force des vagues. Sur les bords des quais ont été installées des roselières qui fixent la biodiversité marine. Les ports pourraient ainsi redevenir des nurseries de poissons qui pourraient désormais se reproduire et grandir tranquillement. De quoi faire rêver le maire de Palavas, qui a choisi de travailler selon le même principe au large de ses plages. Même si les récifs qu'il immergera ne sont pas aussi sophistiqués qu'à Agde. Nous sommes partis du même principe. Il faut casser le pied de vague quand il y a des tempêtes, pour que la vague soit moins forte quand elle arrive sur la plage, qu'elle n'enlève pas le sable. Nous avons quand même, depuis 2 ans, nous avons mis des caméras sur les toits des immeubles, et ces caméras ont filmé la force, la direction, la fréquence, et ainsi de suite, de toutes ces vagues. Ce sont des récifs artificiels qui sont grosso modo de 1,50 m sur 1,50 m et qui vont s'ajouter petit à petit sur des kilomètres pour former une barrière au fond de l'eau. Une barrière au fond de l'eau, comme ce qu'on appelle le rocher, le roquette. Nous, devant Palavas, nous avons, mais beaucoup trop loin, nous avons ce qu'on appelle le roquette. Le roquette qui est très poissonneux, où il y a tous les poissons dedans, les rougiers. C'est un petit récif qui va être répandu tout le long, qui tiendra aux tempêtes, qui ne va pas être enlevé moins de rien. Il va aller du Gros du Prévost, qui est vers Maguelone, là-bas, du Gros du Prévost, jusqu'à Carnon. Voilà. Mais on va faire un essai d'abord. On va faire un essai sur 200 mètres. Sur 200 mètres, on va faire un essai. On va voir ce que ça donne. Si ça fonctionne, on partira sur la totalité, avec les financements qui, bien entendu, devront être initiés et trouvés. Et ces récifs serviront au tourisme et que la plongée pourra très bien se pratiquer et que ce sera très agréable. Plongée de découverte du milieu marin et autres, ce sera très, très agréable. D'autant plus que nous n'avons pas beaucoup de lieux de plongée et autres, et que c'est intéressant pour toutes les... De nombreuses personnes sont intéressées par la plongée sous-marine. La menace réveille la créativité. Les concours se succèdent. Un nouveau littoral voit le jour. Les sables sont fixés et la mer entre dans les étangs. À l'intérieur des terres, parfois, des marinas voient le jour. Les lois de protection de l'environnement se sont renforcées. Encore faudra-t-il les respecter. Et on craint déjà la nouvelle emprise maritime. L'océan, bien commun, commence seulement à être protégé. Partout fleurit l'osmose, de nouvelles manières de vivre. Du Japon aux Pays-Bas, des cités marines ont quitté les cartons et sont en construction. Pendant que certains visent l'espace, d'autres imaginent les villes marines.
les problématiques se posent à l'échelle d'un grand nombre de pays, les moyens sont très différents, on ne peut pas extrapoler des solutions uniques, donc il y a tout un travail de concertation à mener en croisant à la fois des données objectives fournies par la science, des données de modélisation pour savoir qu'est-ce qu'il risque d'advenir, aussi des données de technologie pour savoir quelles sont les technologies qu'on peut mobiliser, et puis finalement de voir dans quel territoire voulons-nous vivre en utilisant cette profondeur stratégique, qu'est-ce qui est à protéger, qu'est-ce qui est à déplacer, de manière à ce que cela se passe le mieux possible. Pour l'instant, le repli stratégique est bien dans tous les textes. Mais sur le terrain, personne ne veut en parler, même si les assureurs n'assurent plus. Même si les ventes se font de plus en plus difficiles aujourd'hui. Pour gagner du temps, quand on en a les moyens, en première ligne, on monte des murs. On renforce les bâtards d'eau. D'autres, mieux informés, rebaptisent déjà aux normes et surélèvent d'un étage. À terme, il faudra vivre avec la mer. Et la gestion du front de mer risque d'accentuer les inégalités. Entre pays d'abord, les budgets des États ne sont pas les mêmes. Entre habitants ensuite, tous n'auront pas les moyens d'adopter les nouvelles normes. Le front de mer sera-t-il alors réservé aux plus riches ? Il y a un vrai, aujourd'hui, drame qui est en train de se passer. Donc, on ne peut pas donc, déplacer ces structures et éradiquer ces structures où, souvent, des gens ont investi leurs économies pour vivre au bord du littoral. La problématique, c'est de développer des outils qui vont nous permettre, donc, financièrement, de répondre à ces demandes. En fait, si on veut avoir une vision globale, il faut vraiment une vraie réponse adaptée. Il faut, un peu comme dans la démarche du général de Gaulle, un peu comme dans la démarche de la présidente Carole Delga avec le plan littoral 21, il faut que des moyens colossaux donc, soient apportés pour qu'il y ait donc une recomposition spatiale et qu'on puisse donc déplacer ce qui a été construit. Ce qui va se passer donc demain et après-demain, c'est sur la vulnérabilité des biens qui vont être dépréciés et c'est là où il faut que, avec même les agences immobilières, qu'il y ait un regard très, très attentif sur cette évolution. Et je reviens sur les propriétaires d'aujourd'hui qui risquent donc demain d'avoir un bien qui va disparaître. Donc bien sûr qu'il faudra qu'il y ait une adaptation donc, à ce bien et que ce bien donc, puisse être restitué à la nature, puisque maintenant c'est la nature qui va prendre ses droits, et c'est là où toute cette problématique, il faut bien l'expliquer, surtout aux nouvelles populations. Tout danger et toute menace est une porte ouverte sur la réalité. Ce qui se prépare sur ce bout de littoral est à l'image de la catastrophe que représente le réchauffement climatique partout dans le monde. Catastrophe, en grec, ça veut dire retournement. C'est-à-dire en fait changement aussi de notre mentalité. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans un monde statique, nous sommes dans un monde en évolution et en accélération. Donc nos capacités de réflexion collective et de décision doivent elles aussi s'adapter à ce changement. Et ce changement, il peut aller jusqu'à un renversement complet. Une catastrophe maîtrisée, c'est une forme d'évolution rapide. Et nous sommes tous appelés, à l'échelle de la Terre entière, à faire ce grand changement. Il nécessite de mobiliser depuis les enfants des écoles jusqu'aux Nations Unies toutes les bonnes volontés, de manière à ce que quelque chose qui est perçu comme une menace puisse être transformé comme une évolution qui reste à la portée de la maîtrise de l'homme.